Hello, je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, bienvenue dans l'épisode 282 du podcast Je peux pas, j'ai business. Épisode un petit peu en dehors des sentiers battus et qui m'intimide aussi, je vais être très honnête avec vous, puisqu'aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir mon compagnon, qu'on appellera Mister Bee Boost pour le bien de cet épisode, sur le podcast en tant qu'invité pour parler un petit peu de notre relation. Le pourquoi du comment, c'est que sur Instagram, vous avez été très nombreux, depuis que j'ai annoncé que j'étais en couple, il y a quelques mois de ça, à me poser des questions sur comment est-ce qu'on s'organise, est-ce qu'il est aussi entrepreneur, est-ce qu'il comprend mon business, est-ce que j'ai eu du mal à trouver une relation, parce que c'est vrai qu'il y a parfois cette idée reçue que j'ai moi-même portée pendant très longtemps de une femme entrepreneur, indépendante, forte, qui réussit, qui a de l'argent, ça fait peur et ça fait fuir les hommes. Est-ce que c'est vrai ou pas? Comment on s'est rencontrés? Où est-ce que je l'ai dégoté? C'est quoi les sujets qui nous animent au quotidien? Est-ce qu'on parle beaucoup business ou pas du tout? Comment est-ce qu'il s'implique ou pas du tout dans le business? Bref, vous avez été énormément à me poser ces questions par curiosité, mais aussi par nécessité, puisque la plupart d'entre vous m'avez confié être en couple avec soit un entrepreneur également, soit quelqu'un qui était salarié et du coup complètement en dehors de vos problématiques et de vos challenges, et à vous demander comment faire en sorte de développer une relation de couple tout en continuant à préserver votre business et la poursuite de vos objectifs. Donc évidemment, je ne suis pas love coach, je ne peux répondre que de mon expérience avec mon cher compagnon, mais on s'est dit que tous les deux, ça nous faisait plaisir de vous enregistrer un épisode de podcast sur notre fonctionnement, notre vision des choses, en vous partageant à la fois notre quotidien, nos réflexions, nos convictions et nos valeurs, mais aussi nos points de vue sur qu'est-ce que ça fait d'être en couple entre entrepreneurs. Est-ce qu'une femme qui réussit, forcément, ça fait peur aux hommes? Est-ce qu'on doit faire un choix quelque part entre couple et business, ou est-ce qu'il existe une autre voie? Je vous laisse découvrir notre échange et je vous retrouve juste après pour la conclusion. T'es stressé? Non. C'est une conversation. C'est vrai? Oui. On va voir ça. Une conversation ou une dispute? J'ai laissé ça en intro, ça va être drôle. Tu peux. Hello Monsieur Bee Boost et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis stressée, émue et en même temps trop contente de faire cet épisode. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va. Plutôt une bonne journée, il fait beau et j'ai pas mal travaillé aujourd'hui, donc ça va bien. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast parce que c'était pas forcément prévu. Tu n'étais pas non plus forcément obligé. Quel effet ça fait de savoir que tu vas être écouté par un certain nombre de personnes? Je suis un peu intimidé en vrai, je pense. J'ai déjà fait des enregistrements parce que je suis touche à tout, mais pas des enregistrements avec une portée comme la tienne, en tout cas. Prêt à relever le challenge d'exercice à bien se passer, promis. Je m'inquiète pas, je te fais confiance. J'ai tout préparé. Du coup, on a plein de questions, principalement qui ont été posées par nos chers auditeurs et chères auditrices, beaucoup d'auditrices, soyons honnêtes. Je les ai classées par catégorie. On va dire que ça commence par le plus facile et qu'après ça va vers le plus compliqué. Comme ça, tu sais, c'est le syndrome de la grenouille qu'on est bouillante au fur et à mesure. Sympa, merci de me comparer à une grenouille. Est-ce que t'es prêt? Oui. Quand j'ai parlé à l'audience de l'épisode de podcast qu'on préparait ensemble, je t'ai appelé Monsieur Bee Boost en story pour te désigner, sachant que tu souhaites garder ton anonymat. Qu'est-ce que tu penses de ce surnom? Un peu drôle. Je crois que c'est pas la première fois qu'il est sorti dans ta story, parce qu'il était sorti dans un de tes posts sur Instagram de mémoire. Ça m'a fait plutôt rire au départ. Et en vrai, j'aime bien ce surnom dans le sens où, comme tu l'as dit précédemment, je veux totalement garder mon anonymat. Donc en fait, que ce surnom soit sorti de manière un peu naturelle, je trouve que ça me fait plaisir en fait. Je le garde avec plaisir. Ça te plaît, tu valides? Totalement. Ok, j'attaque les questions. Les auditeurs ont été très curieux de savoir un petit peu qui tu es, un petit peu plus sur ton parcours. Première question, est-ce que tu es entrepreneur? Ah, j'ai vu les histoires de team salariat ou team entrepreneur. Entrepreneur, je fais tomber le masque depuis 2015, même un peu avant, mais globalement réellement depuis 2015, donc ça fait quelques années maintenant.
bien avant que je te rencontre, du coup. 100% entrepreneur depuis longtemps, c'est ton rythme de travail, c'est pas quelque chose que tu découvres. Ouais, pas du tout. Et c'est même quand, à l'époque, avant d'être dans le pur entrepreneuriat, avec une société et tout ça, ma façon de fonctionner dans mon travail avec mes équipes à l'époque, enfin avec les équipes avec qui je travaillais, ça ressemblait beaucoup à l'entrepreneuriat. Même moi, depuis que je suis tout jeune, j'ai eu plein de projets qui ressemblaient à de l'entrepreneuriat, que ce soit la création de sites web ou que ce soit la vente de certaines choses. Donc voilà, très 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 jeune, j'ai commencé à faire ça. Être très touché à tout, on aura l'occasion d'en reparler. La question qui découle tout naturellement de ça, c'est ok, t'es entrepreneur, mais t'es entrepreneur dans quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et certains petits curieux ont demandé où est-ce que tu es? Alors, je vais pas beaucoup m'étaler sur cette question, malheureusement. Désolé de vous décevoir, de décevoir ton audience en tout cas. La seule chose que j'accepte de dire sur cette question-là, c'est que je travaille dans l'informatique. Ça s'arrêtera là. Je suis basé initialement à Paris, mais voilà. C'est vrai que ça, c'est une information assez importante parce qu'elle va être importante même dans notre histoire. C'est que t'es à Paris, moi je suis à Nice, et même si tous les deux on se déplace beaucoup, t'as également beaucoup voyagé, moi aussi, notre relation de base, dès le départ, est une relation à distance. C'était la définition initiale, effectivement. C'était la définition initiale. Et c'est vrai qu'au début, en tout cas moi de mon côté, mais je crois que tu partageais un peu cet avis aussi, on était assez contents d'avoir une relation à distance. Moi, mon avis, c'était que je me disais, cool, c'est quelqu'un où quand on sera ensemble, on va profiter. Et quand on ne sera pas ensemble, je pourrais me consacrer à mon business, prendre du temps pour ça, etc. J'étais assez contente de cette dynamique, en tout cas sur le papier, dès les premières semaines. Toi, c'était quoi ta vision quand tu t'es dit, cool, une relation à distance, ou tu t'es dit, pas cool, une relation à distance? Je cherchais pas spécialement une relation à distance, pardon. La situation d'une relation à distance me plaisait personnellement. J'ai beaucoup d'activités, personnelles ou professionnelles. L'idée était de construire une relation plus lentement, entre guillemets, plus sereinement, avec, comme tu dis, plus des moments de qualité d'abord, avant d'avoir de la quantité. C'est vrai qu'on s'est rencontrés à des âges où toi et moi on avait déjà nos expériences et on valorisait plus le fait de prendre notre temps, de prendre le temps de construire une relation qui soit qualitative et saine et pas forcément de foncer tête baissée tout de suite dans les feux de la passion, etc. En tout cas sur le papier, c'est ce qu'on s'était dit dès le départ. C'est ce qu'on avait mis sur le contrat à la base. Et sauf qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que je pense que je peux spoiler un petit peu, mais c'est qu'on est devenu assez vite fusionnels et qu'on s'est rendu compte que finalement la distance ça allait bien pendant quelques semaines, mais que plus on se voyait, plus on était content. Ouais, totalement. J'avoue. Je ne creuse pas plus pour le moment, on verra un peu plus tard. Je mets du spoil pour la suite, du teasing pour la suite. La question après qui est beaucoup revenue, c'est comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Comment est-ce que quand on est entrepreneur, on fait pour rencontrer son plus un, son partenaire de vie? Est-ce que tu veux répondre ou... Je peux répondre. On s'est rencontrés sur une application de rencontre, tout simplement. J'étais en déplacement à Paris, tu étais sur Paris. Donc ça a matché à ce moment-là. Et on a fait assez rapidement quelques jours après notre premier date, parce que je devais redescendre sur Nice. Et notre premier date était un date petit déjeuner. On allait prendre un petit déj ensemble. C'est ça, exactement. Du coup, pour ma partie, effectivement, c'était sur une appli de rencontre. Honnêtement, j'ai été un peu de façon aléatoire et je l'ai tout de suite supprimé en plus après notre rencontre. Effectivement, je me souviens que tu as proposé le petit déjeuner en date parce que j'avais un truc le soir. Ouais. Et du coup, j'ai eu la responsabilité de trouver le lieu d'un petit déjeuner. Et c'est pas facile de trouver un petit déjeuner pour un date à Paris un matin à 8-9 heures, c'était 8h30, 8h45, c'était pas simple. Effectivement, Madame Biboost, Madame Aline Bartoli devait partir en enregistrement de podcast d'ailleurs vers 10h. Et donc, je t'avais dit, je suis dispo de 8 à 10. Trouve-nous un lieu pour le petit-déj. Et je t'avais mis en galère. En vrai, j'ai eu de la chance parce que ton rendez-vous était quand même proche d'où j'habitais pendant un moment, dans Paris. Et du coup, je connaissais très bien les lieux. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un lieu un peu privilégié. Est-ce que tu veux qu'on raconte un petit peu les détails ou pas de ce premier date? Si tu as envie, tu peux raconter quelques détails. Il y a plus de secrets. Beaucoup de gens le savent aujourd'hui, donc. J'ai trouvé ça tellement cute et ça fait partie des histoires que j'adore raconter sur notre rencontre. Où effectivement, ça n'avait pas été simple pour toi de te dire c'est un vendredi matin, juste avant Noël. Il faut que je trouve un endroit pour faire un petit déjeuner entre 8h et 10h, sachant qu'à Paris, la plupart des établissements qui proposent des brunchs un peu sympas ouvrent à 9 ou 10h en fait. C'est rare que ça ouvre avant. Plus 10h, hein. Plus 10h, mais t'en as fait beaucoup. Et effectivement, t'avais une boulangerie Salon de Thé que tu connaissais très bien puisque tu y passais souvent dans un de tes anciens jobs lorsque tu étais dans ce quartier-là de Paris. Et tu m'as proposé de se retrouver là-bas. Et je me souviens qu'en fait, comme tu connaissais un petit peu la boulangerie, même si à la base c'était pas
ouvert au public. Ils avaient ouvert le salon de thé, la partie salon de thé uniquement pour nous, qui à ce moment-là servait un petit peu d'espace de stockage pour les décorations de Noël et autres. Et en fait, quand je suis arrivée, donc t'étais dans le salon de thé, t'étais tout seul parce que c'était presque ouvert uniquement pour nous. C'était qu'ouvert pour nous. C'était que ouvert pour nous. Et tout le monde, je sais pas qui, si c'était toi, le gérant ou quoi, avait repoussé les décorations de Noël contre les murs. Il y avait juste notre petite table au milieu qui nous attendait, où tu étais déjà installé parce que tu étais arrivé en avance. Tu avais préparé les croissants, les pains au chocolat, enfin, tu avais tout préparé. Je suis arrivée, j'étais en mode « Oh, on dirait un film Netflix !» C'était ma peur. C'est drôle parce qu'on a chacun eu sa vision sur ce truc-là, je te l'ai déjà expliqué, mais moi je savais que le salon de thé était fermé pour l'hiver, parce qu'il est ouvert qu'au printemps et en été. Et du coup, j'ai demandé s'il pouvait l'ouvrir. Et en fait, quand j'y suis arrivé, ma première impression n'a pas été « Oh, c'est mignon, c'est un salon de thé Dick », ça a été oh, « C'est un débarras où on range les choses, c'est nul ». Et je me suis dit « Oh là là, dans quelle galère je me suis mis ». Et finalement, t'as eu la vision totalement inverse de ça, la vision un peu cute et charmante de Noël. Et effectivement, une fois que tu m'en as parlé après, je trouvais l'endroit cute. Mais effectivement, il a fallu que tu me le dises. Parce que sur le moment, je voyais qu'un débarras, moi. T'avais peur que je me dise « Il m'a emmené dans un débarras ». Ouais, pour un premier rendez-vous, ça aurait été un peu bizarre. J'ai trouvé que c'était un cadre ultra mignon, inattendu, privilégié, et j'ai adoré notre premier date. C'était vraiment un très bon moment. Ouais, c'est la première fois que je faisais ça et que je privatisais. Je mets des guillemets, ça se voyait pas au micro, mais c'était très sympa. La question qui est revenue ensuite, qui m'a fait beaucoup rire aussi, c'est est-ce que moi, Aline, j'ai attendu tout de suite pour te dévoiler ma situation de big boss, entrepreneuse, de visibilité sur les réseaux sociaux, etc. La chose qui est un peu rigolote là-dessus, c'est que moi, je le fais jamais sur un premier date. Je ne dis jamais, alors j'explique que je suis coach ou formatrice en ligne, mais je vais jamais plus loin que ça, ou alors je dis juste que je suis dans le marketing. Je ne creuse pas le sujet parce que justement, j'ai la sensation que ça peut faire peur à des personnes qui ne me connaissent pas encore ou qui n'ont pas eu la chance de me découvrir. Et en fait, du coup, j'avais bien gardé le secret pendant notre premier date. Je n'ai pas abordé ça du tout, même, j'ai envie de dire. En fait, tu m'avais devancé. Oui, je travaille dans l'informatique. L'information est le nerf de la guerre et j'y crois très fort. Et du coup, oui, je t'avais un peu déjà trouvé. Alors, assez tard, hein, en vrai. Je crois que c'était le vendredi matin et je crois que c'était vraiment le jeudi soir avant. J'avais fait une petite recherche parce que... Pour savoir qui t'allais avoir affaire, en fait. Ouais, exactement. Je vais rencontrer quelqu'un que je connais pas et à qui j'ai un peu parlé seulement. Donc, et du coup, je t'ai trouvé. Et je me souviens avoir juste regardé la vidéo de présentation de ta chaîne YouTube. Et d'avoir arrêté parce que je voulais pas en savoir plus sur toi via des chaînes YouTube ou des podcasts ou autres. Et même après, on en a rediscuté. Enfin, j'étais un peu devancé aussi sur ça, mais ça a été une de mes volontés, c'est que je t'ai jamais découvert à travers tes podcasts ou tes vidéos YouTube ou ton coaching. Et même encore aujourd'hui, en vrai, j'ai dû écouter 2 ou 3 podcasts de toi maximum, ce qui n'est pas beaucoup. Et j'ai eu la volonté profonde, en tout cas, de vouloir te connaître toi et pas The Bee Boost, mais Aline Bartoli, la vraie. Et je sais pas si tu as conscience du nombre de points que tu as gagné quand tu m'as dit ça, parce que tu me l'as dit assez rapidement. Oui, je t'ai trouvé sur les réseaux sociaux assez rapidement, c'est mon taf et de toute façon, tu te caches pas. Et non, je ne suis pas allée creuser parce que j'ai envie d'apprendre à te découvrir toi. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui est très important pour moi de me dire quand je suis en date, j'ai envie que les hommes découvrent la femme et pas l'entrepreneuse. Et le fait que tu aies eu de toi-même cette démarche-là, je me suis dit, c'est un bon, on le garde celui-là. C'est ton univers, c'est pas le mien. Hein. Dire que je t'ai déjà expliqué que déjà, moi, j'ai plus tendance à m'éloigner des réseaux sociaux. En plus, j'en ai plus aujourd'hui. J'en ai eu quand j'étais jeune, mais j'ai tout supprimé. Et encore une fois, c'est ton univers en fait. Je suis pas un grand fan des étiquettes, on en a déjà discuté, mais je suis pas un grand fan des étiquettes. Et une personne ne se définit pas par une étiquette, même si c'est une étiquette qui prend de la place. Et moi, ce que je venais voir chez toi, c'est pas l'étiquette entrepreneuse, c'était la personne, point. Avec toutes ces étiquettes, dont l'entrepreneuse, effectivement, et ça fait partie de notre vie aujourd'hui, mais pas seulement. Et je trouve ça vraiment chouette. Au début, je me suis posé la question, est-ce que je trouve ça vexant qu'ils veulent pas s'immerger dans mon univers? Est-ce que ça montre un manque d'intérêt pour ce que je fais de ta part? Et en fait, moi, mon ressenti profond et instinctif, c'est de me dire, non, au contraire, je suis contente de ça. Je suis contente qu'ils ne plongent pas dans mon univers et que je devienne pas Aline de The Bee Boost, et que je reste juste Aline Bartoli, la femme. Et que de temps en temps, tu vois, par exemple, là, on crée un épisode de podcast ensemble, donc forcément, tu trempes le petit doigt de pied dans l'univers, mais que ça se cantonne à ça quelque part. Je considère que c'est deux choses différentes, enfin très différentes. Je m'intéresse à toi, et donc The Bee Boost fait partie de toi. Par contre, je ne m'intéresse pas à The Bee Boost, en l'entité elle-même. Et c'est une grosse différence. Ça a l'air tout bête, et ça ne montre pas de désintérêt pour The Bee Boost, c'est juste un intérêt pour toi, uniquement pour toi. Mais moi, je trouve ça très clair, et je trouve ça beau, Je passe à toutes les questions concernant un peu plus notre relation, notre fonctionnement au quotidien, etc. Maintenant qu'on a déblayé Au secours! Vous ne le voyez pas, mais en train de faire une drôle de tête derrière son micro.
Première question pour toi, crash test. Est-ce que tu comprends mon travail et ce que je fais? Alors, ça va être bizarre, mais j'ai oui et non. Non, dans le fond, je comprends rien. Je vais pas te mentir, au début, alors un peu mieux aujourd'hui en vrai, mais quand je suis arrivé, je comprenais rien. Je vais pas te mentir, ton monde de tout ce qui va être du coaching, tout ça, même si je suis entrepreneur, c'est pas du tout mon monde. Par contre, sur la forme, totalement. La forme, quand je parle de la forme, je parle d'avoir des moments de rush, d'avoir des moments où tu dois laisser beaucoup de temps à ton travail, tout ça, totalement. Je le vis aussi, pas avec les mêmes sources que toi, pas avec les mêmes raisons, mais je le vis de la même manière. Parce que je pense que c'est un peu, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. En fait, tu comprends vraiment tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat, au fait de diriger sa propre société, parce que tu as la tienne aussi, etc. Par contre, mon business model et l'univers de la thématique du coaching ou de la formation, c'est quelque chose duquel tu n'étais pas vraiment familier. Et même encore aujourd'hui, j'ai l'impression, enfin c'est vrai qu'on est tous les deux entrepreneurs, mais on est aux antipodes chacun du spectre entrepreneurial de ce qui est possible, quoi. Bah, totalement. Que ce soit nos clients, que ce soit notre modèle économique, tout, on est totalement aux antipodes. Autre question, est-ce que le travail est un sujet quotidien entre nous? Est-ce qu'on en parle beaucoup? Est-ce qu'on parle beaucoup boulot, toi et moi? Je pense qu'on en parle normalement. Pas trop, pas assez. C'est présent dans nos vies, ça a une importance dans nos vies, donc obligatoirement on en parle. On n'en parle pas plus qu'on devrait en parler, on n'en parle pas moins qu'on devrait en parler. On en parle de manière quand même importante, mais en comparaison à ce qu'on vit, bah pour moi c'est normal. Du coup, oui, ça va être un sujet qui va être assez récurrent, mais je ne considère pas qu'on en parle trop. C'est-à-dire que dès qu'on sort du travail, on va avoir quelques petites conversations sur le boulot, mais on va pas parler que de ça. Et on parle surtout beaucoup d'autres choses à côté de nous. Un de nos sujets préférés, c'est nous. C'est vrai, on parle beaucoup de nous et de notre relation et on communique énormément et je pense que c'est une de nos grandes forces. Ma sensation à moi, la manière dont je le vis, c'est que c'est vrai que quand tu es à Nice ou quand je suis à Paris, en fait, on est H24 ensemble. Par exemple, quand tu es de passage à Nice, on travaille dans le même bureau. Donc, en fait, au fur et à mesure de la journée, on va se raconter un petit peu nos journées, on va débriefer, etc. Moi, il m'arrive de temps en temps de te demander ton avis sur un détail dans The Bee Boost ou dans Postadem, etc. Mais j'ai la sensation que la plupart du temps, quand on claque la porte du bureau, quand on quitte la journée de travail, en fait, on va parler de plein de choses, mais je vais pas être en train de cuisiner, en train de te demander un avis sur un tunnel de vente ou sur un email ou sur quelque chose comme ça. Ça va plutôt être des sujets plus généraux et je pense pas que ce soit trop prépondérant au quotidien. Enfin, j'ai pas la sensation qu'on fasse que parler boulot et au business, quoi. Je me suis jamais posé la question est-ce qu'on parle trop ou pas assez boulot en fait. Je l'avais jamais formalisé avant, c'est que c'est assez bien et c'est que c'est naturel quoi. Et ben, ça m'a fait exactement le même effet. Quand j'ai vu la question, je me suis dit, mais c'est vrai que je me suis jamais posé la question et ça m'a fait effectivement prendre conscience que on ne parle pas tant que ça de boulot en dehors du boulot. Quand on est au boulot, forcément on en parle. Mais en dehors de ça, très naturellement, on aborde plein d'autres sujets. C'est pas la conversation principale qui rythme nos journées. Question suivante, ce qui était plutôt une question pour moi, mais je suis curieuse aussi d'avoir ton feedback, ton point de vue et comment tu l'as vécu. La question, c'était, est-ce que tu me comprends quand j'ai des périodes de rush et comment ça se passe la gestion d'un rush? Et c'est hyper drôle parce qu'en fait, quand on s'est connus, rencontrés et que la relation a commencé à devenir très sérieuse entre nous, je m'apprêtais à attaquer le lancement de la BSB. Donc tu m'as connue et tu m'as découverte alors que j'étais en plein lancement. Donc tu m'as connue et tu m'as découverte en gestion du rush. Je crois même que j'avais été assez explicite avec toi sur ce sujet-là dès le début. Je t'avais dit attention, là je suis en vraie période de rush d'un point de vue travail. Est-ce que je raconte comment moi je l'ai vécu et après tu donnes ton point de vue? C'est toi la chef sur ce podcast, non? C'est vrai. Merci de préciser sur le podcast. Il m'a fait un clin d'œil. C'était important pour moi d'être assez franche et honnête avec toi dès le début là-dessus. Et je savais au fond de moi qu'il y avait une partie de moi qui me disait peut-être que tu vas le perdre parce qu'il va te connaître directement dans le pire, entre guillemets, c'est-à-dire dans la situation où le travail prend le plus de place dans ta vie. Et vraiment, il y avait des moments où je te disais, là, c'est relations à distance, t'es à Paris, je suis à Nice, pendant 15 jours, on se voit pas parce qu'il faut que je me concentre. Et toi-même, on en parlera après, mais tu as été très proactif et très aidant sur l'organisation, la logistique par rapport à ça. Même si moi, des fois, j'allais dire, non, on se voit. Et je t'ai toujours senti extrêmement en soutien, en compréhension. Et dans les périodes de rush, tu as tout fait pour t'adapter à moi et à mes contraintes. En tout cas, de mon ressenti, de la manière dont je me souviens l'avoir vécu. Et je me souviens m'être dit à ce moment-là, waouh, tu vois, j'ai vraiment apprécié, je me suis sentie soutenue, je me suis sentie encouragée, accompagnée, et j'ai pas eu l'impression d'avoir quelqu'un qui râlait ou qui me mettait des bâtons dans les roues ou pour qui ça devenait un problème et qui, entre guillemets, prenait sur lui, et je te sentais au contraire fière de ce que je faisais. Et ça a été un vrai moteur pour moi pendant le lancement. Et donc je sais pas si je te l'ai déjà dit, donc merci pour ça. Pas de rien, mais c'est normal pour moi. Alors, effectivement, j'ai été présent pour ton lancement de la BSB, j'ai été proactif sur plein de sujets parce que je voulais être aidant sur le sujet.
même si t'étais pas toujours d'accord. Pour l'anecdote, du coup, je la raconte, mais Avec plaisir, on aime les anecdotes. du coup, j'avais même proposé de pas du tout qu'on se voit pendant 3 semaines. Un mois et demi. Un mois et demi, c'était? Je sais plus. Oui, un mois et demi, c'était beaucoup Un mois et trop demi long. pour te J'ai laisser dit vraiment non. pour te laisser vraiment dans ton tunnel et pas rajouter entre guillemets de problématiques. Je sais très bien que c'est pas de la problématique, Mais de charge. mais ma présence étant que t'as envie de passer plus de temps avec moi, les facilités de pas faire un truc ou de se lever plus tard. Bref, t'avais proposé de te laisser dans ton tunnel et qu'il y avait aucun problème et que je me souviens même t'avoir dit genre il y a pas de discussion sur notre relation, on est ensemble, t'as un mois et demi, on s'appelle, on fait vraiment pure distance pendant ce temps-là et moi quand je reviens ça changeait, j'avais aucun doute là-dessus. Bon, on a trouvé un compromis qui est de venir je sais plus, c'était je suis venu au bout de 2 semaines, je crois, ou un truc comme ça. Ou... Ouais, 2-3 semaines. C'est vrai que quand tu m'as dit, j'ai trouvé ça beau, le geste que tu me dises, écoute, si tu as besoin d'être dans ton tunnel pendant un mois et demi, sois-le, je serai là à ton retour, ça change rien pour moi, j'attendrai, tu vois. J'ai trouvé ça beau, mais sauf que moi, il était hors de question de pas te voir pendant un mois et demi, j'en avais trop envie, trop besoin, et on a le compromis, on a fait genre 3 semaines, 3-4 jours, et après 3 semaines. Il y a toujours des courts, moyens et long terme dans tes actions. Et moi, l'envie court terme était là, de venir, oui, j'avais envie de rester pendant un mois et demi sans problème. Mais moi, j'avais envie de voir un management à long terme. C'est-à-dire que je faisais pas ça, j'étais pas avec toi pour un mois ou 2, j'étais avec toi pour des années. Et pour des années, ça veut dire que il faut pas générer chez toi une impression de rater un lancement parce que je suis là. Parce que ça, pour moi, c'est voué à mettre notre relation en danger sur du au moins moyen terme, peut-être long et encore plus long terme. Puis tu misais vraiment sur le long terme, t'avais cette vision long terme. Ouais, c'est ça. C'est beau. Du coup, question suivante, question pour toi. Est-ce que ça génère chez toi une frustration que parfois je consacre autant de temps à mon travail, tout particulièrement en période de rush? Pas du tout. Pour plein de raisons. J'en ai des périodes de rush. T'en as connu une chez moi en décembre. Donc on venait à peine de se rencontrer. Une période de rush où je faisais du 9h, 23h à peu près, pendant plus d'une semaine. Il y avait même des moments où il répondait presque plus à mes messages et je pensais qu'il s'était désintéressé de notre relation et que il allait partir et que j'allais périr dans les flammes de l'enfer. alors que j'étais juste en réunion avec un collègue jusqu'à 23h sur Teams et du coup plus difficile de détacher quand on est sur des sujets sur lesquels j'étais. Bref, tu travailles beaucoup, mais ça va être tout bête. Quand tu travailles le week-end, je ramène à manger, on mange ensemble. Le soir, je viens te chercher. Oui, la journée, elle va travailler. Moi, je vais faire ma vie de mon côté. Mais on va quand même passer des moments de qualité le week-end en prenant un petit déjeuner tout seul et pour avoir les bureaux pour nous tout seuls. Bizarre ma phrase. Elle ne sera pas mal interprétée, promis. Ouais, je pourrais ne pas te voir d'un week-end, presque, ou que le soir. Et à la place, je viens te voir le midi, je viens te voir des fois à 16h pour te donner un petit goûter, je viens te chercher le soir. Et du coup, ça donne quand même une satisfaction. En fait, c'est-à-dire que je ressors du week-end, même si je t'ai pas beaucoup vu, parce que moi je travaille plus le week-end aujourd'hui. Tu as bien de la chance. Ça me donne une satisfaction. Je me sens satisfait de t'avoir apporté ça et de voir surtout ta réaction à ça, qui est où tu es très contente et tu apprécies particulièrement ces Et quand tu me surprends au bureau avec une tarte au citron à 16h, bien sûr que je suis contente. Je pense que j'ai une facilité de comprendre ça parce que je le vis peut-être, mais par contre je pense qu'on a aussi notre part de responsabilité et c'est aussi à nous de faire en sorte que ces émotions négatives ne viennent pas. Et je rajouterais même que, en plus de tout ça, ce qui est très juste, c'est que toi comme moi, on est tous les deux très indépendants, c'est-à-dire que, alors, si un jour les gens nous voient par hasard dans la rue, on est très fusionnels, on adore être ensemble, etc. Mais on est aussi très indépendants dans le sens où tu as tes activités, tu as plein de choses qui te passionnent, tu as plein de hobbies, tu as plein de passions. Si à un moment je dois passer mon samedi et ou mon dimanche en période de rush à bosser, tu sais t'occuper en fait. Tu vas pas m'attendre en grognant que je prends trop de temps, que je travaille trop. C'est au contraire, tu vas être content parce que tu vas aller faire du sport, tu vas faire plein de trucs, quoi. C'est exactement ça. Je pense que l'attente est potentiellement un des plus gros ennemis dans une relation. Donc oui, je suis pas dans l'attente de toi. Enfin, je t'attends pas chaque week-end à la maison. Ça, j'incorpore à mes journées le plaisir de venir te voir ou de te faire une petite surprise ou autre, comme tu sais le faire avec moi dans l'autre sens, parce que tu le fais aussi. J'incorpore ça à nos journées, à nos week-ends s'ils sont remplis, mais je suis pas dans l'attente de toi tout le temps. Et je trouve ça beau aussi parce que du coup, les choses sont faites dans le plaisir et l'amour et pas dans la frustration. Et ça, c'est beau. Autre question, et là je sais que ça va beaucoup parler à notre réponse aux auditeurs, j'anticipe un petit peu, c'est respectivement quelle est notre relation au travail. On a tous les deux une vision très différente de nos business, de nos entreprises et du travail de manière générale. Est-ce que tu veux commencer ?
Quand je me suis présenté, j'ai parlé que j'ai commencé en à peu près 2015 à vraiment être entrepreneur, enfin en tout cas avoir ouvert ma société. Et effectivement, mes 3, 4, 5 premières années ont été des années où j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Tu travaillais énormément. Un petit peu trop à mon goût. Je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire quand on lance quelque chose de beaucoup travailler, d'y mettre du sien et pour que ça ait la forme qu'on a envie. Mais aujourd'hui, ma dynamique, et je me rappelle de cette conversation avec toi, on était chez moi dans mes rocking chairs. En train de boire un verre de vin. Exactement. On partageait nos visions. Et moi, aujourd'hui, ma vision du travail, de l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est de travailler le moins et gagner le plus. Pour pouvoir faire mes activités donc personnelles. C'est-à-dire que je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir faire mon sport, je veux pouvoir faire mes activités culturelles, et tout ça, artistiques et tout ça. Du coup, mes 5 premières années ont établi les bases d'un business sur lequel aujourd'hui j'ai appris plein de choses. J'ai une stature dans mon métier qui me permet aujourd'hui de gagner très bien ma vie et d'avoir beaucoup de temps surtout. On en a déjà parlé, mais je pense que théoriquement, je gagne moins que toi, sans donner de détails. En globalité. En termes de chiffre d'affaires généré. En termes de chiffre d'affaires généré, ça. Mais je pense qu'en termes d'heures travaillées, je suis largement devant toi. Si on calcule le taux horaire de nous deux, tu me fumes. Oui. Tu me fumes. Mais x10, quoi. Mais bon, mais tu gagnes plus que moi. Du coup, c'est la question qu'on peut se poser aussi. C'est quel est le plus intelligent de nous deux? Est-ce que c'est celui qui travaille peu et qui se fait un énorme taux horaire ou celle qui travaille énormément qui se fait un plus faible taux horaire? Enfin, c'est des visions différentes, je trouve. Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a D'accord. Qu'as-tu envie de faire? Et la vérité, c'est pour moi, je te parle souvent de curseur, tu prends les opposés et la vérité, c'est souvent, enfin, la vérité pour une personne, c'est souvent un curseur placé entre ces deux extrémités. Et si je devais caricaturer, j'ai la sensation que toi, tu as vraiment construit un business au service de ta vie et de ton lifestyle, alors que moi, j'ai presque une vie qui est plutôt arrangée autour de mon business. En tout cas, c'était le cas jusqu'à ce que je te rencontre. Et d'ailleurs, c'est très drôle, c'est un vrai sujet de discussion entre nous, que depuis qu'on est ensemble, j'ai aussi d'autres priorités. J'ai envie de consacrer plus de temps à notre couple, au moment de qualité ensemble, et que parfois c'est une frustration parce que j'ai quand même construit une grosse machine qui me prend du temps. Il y a eu un rachat d'entreprise avec Postadem, etc. Tu m'as connu en plein milieu du rachat. Et du coup, ça a été une vraie friction de valeur chez moi de me dire, je suis passionnée par ce que je fais, je suis animée par ça, et en même temps, j'ai plus ou pas le temps que j'aimerais consacrer à mon couple, et du coup je me suis un peu débattue. C'est encore un travail, un work in progress hein, d'ailleurs, je vais pas mentir là-dessus, hein. Je veux pas faire genre on a trouvé la solution miracle ou j'ai trouvé la solution miracle, mais c'est vrai que c'est deux relations au travail très différentes, mais je trouve que ça nous enrichit pour le coup. Tu le disais tout à l'heure, on a des business qui sont des business et des visions d'entrepreneuriat qui sont un peu aux antipodes. Et c'est ce que j'aime, c'est que je pense t'apporter un peu de ma vision, de ce que je viens d'expliquer dans ta vie professionnelle ou personnelle. C'est pour ça que tu es en working progress actuellement. Mais en vrai, l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que mon modèle est cool, mais il peut devenir un peu feignant. On peut avoir un peu beaucoup la flemme parfois. T'as senti ça chez toi? Je veux que mon travail soit au service de ma vie. Mais par contre, je veux l'entrepreneuriat parce que si j'ai une opportunité, j'ai pas de problème à retourner dans un moment de rush ou de dingue. Si j'ai une opportunité d'ouvrir une société avec des potes sur un domaine particulier, je le ferai. Et ça me prendra peut-être beaucoup de temps, un peu comme toi aujourd'hui, mais je veux pouvoir avoir la possibilité. Et je suis pas fermé à ça. Tu sais faire une période de rush et tu sais gérer du rush quand il y a besoin et quand c'est justifié. Exactement. Bah, en fait, c'est bien parce que c'est une transition parfaite vers la question suivante qui était de qu'est-ce qu'on s'apporte mutuellement dans le travail. Et moi, si je fais un feedback sur ce que tu m'as apporté cette volonté d'avoir plus de temps perso, pour moi, pour le couple aussi, etc. Savoir dire non. Je pense que je fixe de mieux en mieux mes limites depuis que je te connais, même si j'ai encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet-là. Il est en train de hausser les yeux au plafond que je dise ça. Et tu m'apportes beaucoup de ta vision et je serais contente de ça. Tu apportes beaucoup, ta vision m'apporte beaucoup aussi. Est-ce que tu as des exemples de choses que je t'ai apporté de mon éthique de travail, de ma manière de travailler, etc., de mon quotidien, de mes habitudes? Avant de te rencontrer, et c'est très concret, je commençais à réfléchir à potentiellement pour encore alléger mon travail. Donc, pour te montrer la direction dans laquelle j'allais, c'était de faire du portage salarial. Et en vrai, depuis que je t'ai rencontré, par exemple, je suis plus dans une optique d'ouvrir des nouvelles sociétés, par exemple. Récemment, j'ai réfléchi d'ouvrir un nouveau business. Donc voilà. Donc c'est un truc concret que tu m'as apporté et c'est de te voir pendant ton lancement, pendant leur rachat de Postadem. En fait, je me suis dit waouh, tout ce qu'elle fait comme travail, c'est impressionnant quoi. J'ai une question complètement random qui me vient en tête, qui n'était pas prévue. Selon toi, c'est quoi les forces de notre couple? Moi, je dirais la bienveillance et la communication. Et la compréhension.
c'est vrai qu'on communique énormément, on fait que parler. Ouais. Trop parfois. Trop parfois. Je t'ai même déjà dit, il faut faire gaffe parce que ça peut devenir une de nos faiblesses, c'est qu'on parle beaucoup. On décortique tout en fait, on communique sur tout et les moindres points même qui nous touchent l'un l'autre, on va tout de suite les analyser, en parler. Je trouve que ça nous rend plus service qu'autre chose. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que parfois, ça peut créer des problèmes là où il n'y en a pas, quand on cherche à trop suranalyser une situation. C'est exactement ça. En tout cas, quelque chose qui m'avait beaucoup plu, nous, quand on avait daté, j'avais jamais fait ça avant, mais ça m'a énormément rassurée, c'est que on pourrait dire que les 3 premières semaines de date, on a un peu pris tous les sujets importants, on les a mis à plat et on a échangé sur nos points de vue, nos visions. Et là, on parle politique, religion, enfants, mariage, amour, argent, entrepreneuriat, business, travail, vision. On a tout décortiqué, quoi. Tu l'avais jamais fait avant? Parce que moi, je t'avais expliqué que c'était ton fonctionnement. C'était mon fonctionnement. Non, je l'avais jamais fait. Pour moi, c'était des sujets qui arrivaient peut-être potentiellement au fur et à mesure. Mais là, c'était vraiment avant même d'officialiser la relation, on avait joué carte sur table, en fait. C'est mon mode de fonctionnement quand je rencontre quelqu'un. J'avais compris que toi aussi, tu cherchais quelque chose de très sérieux aussi, que tu cherchais pas à t'amuser ou autre. Et en fait, quand je sais que je cherche quelque chose de sérieux, que j'ai assez vite compris que tu cherchais quelque chose de sérieux, ne tergiversons pas trop, tu vois. Et au contraire, je trouve que ces sujets-là font apprendre qui est l'autre personne. Enfin, ça donne tes valeurs, en fait, faut être honnête. C'est, en fait, si tu prends la cumule de toutes ces conversations qu'on a eues assez rapidement, pour moi, ça met en évidence tes valeurs, en fait. Et tu vas pas pouvoir les cacher parce qu'on va sur des sujets qui sont clivants. Oui. La politique, le féminisme, les choses comme ça, on en a parlé, parce que premier rendez-vous, on a parlé de féminisme. C'est vrai. C'est une méthode qui me permet en tout cas de tout de suite mettre la personne en face de moi dans montre-moi tes valeurs. Voilà. Il y a des valeurs que je ne peux pas accepter. Moi, je parle pas de red flag ou de green flag. Je sais que toi, c'est un peu des mots que tu utilises. Moi, je n'avais pas vraiment de red flag, green flag. Je faisais beaucoup au feeling. Mais par contre, j'avais besoin, pour être au feeling, que la personne se dévoile un peu. Et pour se dévoiler, il faut un peu se dévoiler soi-même déjà. Donc, c'était une chose que j'ai pas mal fait aussi. Mais on a la nécessité aussi d'aller sur des sujets qui sont clivants, qui peuvent créer du fight, faut être honnête, ou des conflits en tout cas, ou des nœuds. Et voilà. Et ça a été un grand plaisir de faire ça avec toi. Et ça a mis en évidence toutes tes valeurs. Et ça a été assez surprenant pour moi parce que si on en est là aujourd'hui, c'est que ça a matché. Ça a bien matché, non? Enfin, je crois. C'est surtout ce qui était flippant, c'est quand même on se ressemble sur énormément de choses, quoi. Ça, c'était flippant. Je suis d'accord. Je sais que là, toutes les femmes qui nous écoutent, toutes les femmes entrepreneurs célibataires qui nous écoutent sont en train de se poser une question: où est-ce qu'on trouve des hommes comme toi? Avant d'aborder cette question-là, dernière question un petit peu plus pratico-pratique sur notre relation, qui est beaucoup revenue d'ailleurs dans les questions qu'on nous a envoyées, c'est comment est-ce qu'on arrive à organiser notre vie d'entrepreneur vs vie de couple? Comment concilier temps pour son couple et temps pour le business? C'est que je sais qu'à un moment, tu avais beaucoup de travail et que tu voulais un peu plus de temps pour nous. Et quand tu as eu cette sensation de tu voulais un peu faire plus de choses pour le couple et le business te prenait tellement de temps que tu en avais presque plus de temps pour le couple, je sais pas si tu te souviens ce que je t'ai proposé. Je pense qu'on marchait sur les bords de Seine et je t'ai dit tu sais quoi, t'as des brainstorming à faire pour Postadem, viens on les fait ensemble. C'est-à-dire que c'est un moment de couple ensemble, ça peut potentiellement t'aider, t'avancer dans ton travail et potentiellement peut-être que le résultat sera un peu meilleur parce qu'il y aura eu mon cerveau en plus dans le brainstorming. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, un regard objectif un autre regard en tout cas. Ouais. Mais je voyais que ça t'impactait toi plus que moi quasiment en fait, bizarrement. Et c'était le cas, ouais. Et en fait, il y a une solution de on mixe un peu. Alors moi aujourd'hui, ce que je veux, c'est être un support pour toi, peu importe ta finalité à toi. Ta finalité, ça peut être The Bee Boost Postadem, mais ça aurait pu être du salariat, ça aurait pu être n'importe quoi. Artiste de cirque. Voilà, artiste de cirque. Moi, ma finalité, c'est d'être un pilier pour toi, pour Aline. Et Aline, derrière, c'est The Bee Boost et tout ça. Donc, indirectement, ça me fait être un pilier pour The Bee Boost, ou en tout cas pour t'aider à développer The Bee Boost. Mais moi, c'est toi qui m'intéresse. Alors, est-ce que ça peut aider ou pas aider? J'en sais rien. Mais ça permet de passer un temps ensemble et ça te permet d'avancer sur ton travail. Et je t'ai déjà dit, si tu trouves d'autres méthodes où je peux t'aider, entre guillemets, encore une fois, t'aider en termes de support sur n'importe quoi, je le ferai avec grand plaisir. Et ça permettra d'allier la quantité de travail que tu as avec notre personnel. Enfin, des moments passés ensemble. Et ça reste des moments de qualité en plus. Et ça, c'est des moments de qualité. Donc voilà. C'est vrai que j'ai la sensation que notre dynamique, c'est un mélange entre à la fois on mixe le pro et le perso, parce que comme on le disait, quand tu es sur Nice, en fait on est H24 ensemble, tu travailles dans le même bureau que moi, donc on est toujours en train d'être ensemble, et puis parfois on est chacun focus sur ce qu'on fait, puis à d'autres moments on prend une petite pause, on sort, on va prendre un Starbucks, ou des fois on mange ensemble, des choses comme ça. Donc on mixe beaucoup. Ça nous permet vraiment d'avoir l'impression de profiter l'un de l'autre, même dans le quotidien, même dans le business. Et en même temps, il y a des moments où je sens qu'on arrive, mais très naturellement, à cutter.
tu vois, par exemple, avant-hier, on s'est dit, ah bah viens, on va se faire un ciné, on a envie d'être tous les deux ensemble. On a quitté un peu plus tôt le boulot, on a quitté un peu plus tôt, et on est parti faire un ciné, et on a trop kiffé. Et on a mis des popcorn de partout. C'était drôle. Et en fait, ouais, c'est un savant mélange entre, à la fois en mix, et t'as donné un très bon exemple avec le fait que tu dis, ben, si t'as pas assez de temps, créons du temps ensemble, mais qu'il soit aussi au service de ton business, comme ça t'as pas l'impression de perdre du temps de travail. Et aussi, quand on a besoin de se retrouver sans business, on sait le faire aussi. Je suis d'accord. J'arrive à la dernière question, qui est une question un petit peu plus méta, où j'aimerais beaucoup avoir ton avis, qui est aussi la question en fil rouge que j'ai beaucoup reçue et qui mène un peu cet épisode. Pendant très longtemps, moi, j'étais persuadée qu'être une femme en business, une femme indépendante, forte, qui réussit, etc., ça faisait peur aux hommes. Et quand j'ai posé aux auditeurs sur Instagram la question de quelles sont les questions qu'ils aimeraient te poser, etc., j'ai beaucoup de personnes qui m'ont fait bah, est-ce qu'il n'a pas eu peur de toi? Est-ce qu'il s'est pas senti en danger dans sa masculinité? Est-ce que les hommes ont peur des femmes qui sont entrepreneurs, qui sont indépendantes financièrement? Enfin, c'est quoi, toi, ton avis par rapport à tout ça? Et même celui, parce que je sais que tu es beaucoup entouré de personnes comme ça, de tes potes, est-ce que vraiment on fait peur aux hommes? Quelle est l'image que tu as eue par rapport à moi? Est-ce que tu t'es senti à un moment menacé dans ta virilité, ta masculinité ou pas du tout? Je sais pas si ma réponse sera clivante, pas clivante, je sais pas. Faut pas en la prendre comme une vérité générale, je pense, déjà, parce que Oui, ça va être ton retour je ne d'expérience, prétends pas déjà avoir. Je suis pas philosophe ou autre. Mais ma réponse immédiate, ce serait que non, les entrepreneuses ne font pas peur aux hommes, du tout. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Il va y avoir quelques hommes qui vont être encore un peu bêtes sur le sujet en disant non, moi je veux que ma femme gagne moins que moi, je veux que ma femme. Je pense il y en a malheureusement. Mais c'est minoritaire. Mais je pense que c'est une minorité, honnêtement. En vrai, pour avoir déjà eu la conversation sérieusement, parce que encore une fois, moi je discute beaucoup, je lance beaucoup de débats, comme tu le sais, avec plein de gens dans tous les sens, et vraiment. Et pour avoir quasiment posé la question clairement à mes amis, j'ai jamais un ami qui m'a dit genre non, moi ça me fait peur que ma femme gagne mieux que moi, ou qu'elle soit entrepreneuse, vraiment jamais. Genre vraiment, et de personnes venant de tout type d'endroits. C'est-à-dire que je précise aussi que tes amis, pour en avoir rencontré la plupart, c'est ce qu'on pourrait considérer comme des bons partis. C'est-à-dire c'est des mecs qui ont réussi dans la vie, qui sont indépendants, certains qui sont entrepreneurs. Enfin, c'est des personnes qui pourraient être jugées comme des bons partis, qui pourraient être le goal de certaines femmes entrepreneurs aujourd'hui. Donc en vrai, je pense pas que être businesswoman, pour reprendre la question initiale, ça fasse peur. Par contre, je vois un effet de bord d'une businesswoman qui peut faire peur. Et en fait, ça a rien à voir. En fait, c'est rien à voir intrinsèquement avec le fait d'être businesswoman. En fait, je pense que c'est plus la disponibilité. Ça aurait pu être une artiste, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Peu importe. En fait, le problème c'est pas au statut, à l'étiquette qu'on met sur la tête. Je pense que c'est lié à la disponibilité que peut avoir une femme aujourd'hui. Et si tu parles de disponibilité en termes de temps, genre par exemple, elle n'est pas très disponible parce qu'elle est très occupée. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, et ça, est-ce que on est d'accord ou pas d'accord, c'est une vision de la société, et je ne veux pas donner ma vision de la société aujourd'hui. Mais aujourd'hui encore, c'est la femme qui porte une famille, clairement. C'est vous à changer, c'est vous à se décaler avec nos sociétés plus modernes, mais historiquement, c'est la femme qui porte la famille sur le dos. Et il faut être honnête, beaucoup d'hommes veulent faire des familles. Et en fait, je pense ce qui peut plus faire peur à un homme, c'est d'avoir une femme qui n'a pas de disponibilité pour développer une famille. Parce que, et là je pense que encore une fois, est-ce que c'est bon ou pas bon, je ne sais pas, il y a vraiment pas de jugement là-dessus, mais je pense qu'un homme va être plus, je vais pas dire attiré, mais va avoir une vision plus facile du futur avec une femme qui va lui permettre d'avoir des enfants, par exemple, avoir une vie de famille, par exemple, qu'une femme qui va pas pouvoir avoir ce temps-là. Et lui va considérer qu'il ne l'a pas parce que c'est l'homme potentiellement, parce que plein de raisons. Et du coup, j'ai plus l'impression que c'est ça, c'est plus la disponibilité. Et donc, c'est le feedback que tu as eu de tes potes aussi, c'était plus une question de disponibilité pour fonder une future famille que de statut social, entrepreneurial, financier, etc. C'est pas formalisé comme ça, genre je veux qu'elle soit disponible pour moi, mais c'est plus en lisant à travers les lignes quand je parle avec mes potes, je les vois me dire moi je veux qu'on ait un enfant, un enfant ensemble, je veux qu'il y ait ça, et en fait intrinsèquement oui, il faut donner du temps à ça. Et du coup naturellement dans le couple, il faut qu'il y en ait un qui potentiellement passe plus de temps avec l'enfant, que ce soit l'homme ou la femme. On en a déjà discuté sur ce sujet-là. Moi je te dis j'ai plus de temps, donc ça me ferait un grand plaisir si un jour on a des enfants de m'en occuper ou de passer plus de temps avec, enfin plus de temps. Mais beaucoup d'hommes, c'est le cas d'eux, on travaille, je pense que ça peut potentiellement faire, je vais pas dire peur, mais ça va couper la possibilité de voir une famille se fonder. Je me prends en tant qu'homme, je grandis, je trouve un travail, et à un moment, l'étape suivante, c'est d'avoir une famille, c'est d'avoir une femme, c'est d'avoir des enfants. Et naturellement, je pense que tu vas choisir la femme qui va potentiellement te permettre d'avoir ça. Inconsciemment. Hein. Qui va t'offrir ce que tu recherches et
qui est ta vision, quoi, en fait. C'est ça, inconsciemment. Et comme c'est une vision qui me semble assez générique en vrai, chez les hommes et comme chez les femmes, elle existe aussi chez les femmes, faut pas le minimiser. C'est en ça où je pense qu'il faut faire attention quand on se présente. Je pense qu'il faut pas avoir peur de se présenter en tant qu'auto-entrepreneur, enfin entrepreneuse ou businesswoman ou peu importe. Par contre, se présenter comme quelqu'un qui n'a jamais de temps, je pense que ça peut être chez un homme un truc qui bloque, entre guillemets. Mais je trouve ça très intéressant le fait que tu soulignes que l'important, c'est pas du tout qu'elle soit entrepreneuse, pas entrepreneuse, qu'elle gagne beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent, en tout cas pas chez la majorité des hommes aujourd'hui, mais que c'est plus, est-ce qu'elle a la même vision que moi et est-ce qu'elle a une vie qui correspond à la vision qu'on pourrait avoir ensemble. D'où tu nommais le point de friction qui pourrait être la disponibilité. Si je rencontre une femme qui me dit oui, je veux des enfants, mais qui me montre par son quotidien ou autre que elle n'a pas de temps, elle n'a pas de disponibilité, elle fait pas de place à ça, voilà quoi, ça va pas nourrir la relation, ça va pas être en adéquation avec la vision par exemple de l'homme. Est-ce que vous êtes d'accord du coup pour dire que chez un homme normalement constitué, mettons de côté les exceptions et les gens qui n'ont pas évolué en même temps que la modernité de notre société aujourd'hui, en fait, être entrepreneuse, c'est pas un souci. Être indépendante, c'est pas un souci. Le souci potentiellement qui peut être, c'est si les rythmes de vie, les visions et les envies ne sont pas alignés. Oui. Mais au final, ça, c'est dans n'importe quel couple et sur n'importe quel sujet. C'est ça. Et après, ça va être juste une quantité de possibilités. C'est-à-dire que si tu n'es pas aligné avec la majorité, eh ben, c'est normal que tu aies moins de possibilités d'avoir ce que tu veux. Exactement. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a fait peur chez moi au début ? Pas du tout. Ma disponibilité, mon temps, etc. Bah non, parce qu'au contraire, au début, on parlait d'une relation à distance. Donc non, pas du tout. Et encore une fois, j'ai la même situation que toi, quasiment. Mais non, pas du tout. Et si tu me dis que c'était le plus gros rush que tu aies pu avoir, ça va. On gère. Ça va, c'est facile. J'arrive au bout de mes questions. Merci beaucoup d'être prêté au jeu. Et merci aussi parce que tu as pris toutes les questions des auditeurs, auditrices. On les a toutes traitées, les techniques, les sentimentales, les compliquées, les simples et tout. Comment tu t'es senti avec cet exercice ? C'est très étrange. C'est très étrange parce que j'ai l'habitude de débattre, comme tu le sais, mais de débattre en faisant quand même un peu attention à mes mots, parce que là, là, pour être honnête, je suis en train de me remémorer tout ce que j'ai pu dire. Je me dis, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Donc, c'était assez plaisant à faire, en vrai. C'était un bon exercice. C'était l'occasion de se remémorer des souvenirs aussi. Et mine de rien, c'était aussi un moment de qualité à deux. Merci, je t'aime. Merci à toi, je t'aime aussi. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu et que cet échange vous aura apporté soit de la distraction, soit c'était le petit moment popcorn de votre été ou de votre journée, ou soit même peut-être des pistes, des idées, des réflexions. Bref, si vous avez envie d'échanger, je suis évidemment disponible sur Instagram avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous un excellent été, si vous écoutez cet épisode de podcast à peu près au moment de sa sortie, ou bien une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye tout le monde!